C'est la fin de la Première Guerre mondiale et ses millions de morts. Cette première guerre industrielle a permis à l'économie et à la science de faire un prodigieux bond en avant, nouveau paradoxe de l'humanité. Une nouvelle ère arrive. On y voit naître des courants et des tendances dont le point commun est la liberté d'expression et la volonté de quitter les sentiers battus de l'art traditionnel. L'école des surréalistes, le Bauhaus, le jazz, Picasso, Modigliani, Man Ray et Isadora Duncan. L'art déco et ses audaces architecturales, la coupe à la Louise Brooks, la mode selon Poiret et la sortie du numéro 5 de Chanel. De Méliès aux expressionnistes allemands, l'Europe est le vivier du 7e art. Mais 14-18 permet aux Américains de devenir, en 3 ans, les premiers producteurs de films au monde. Ligue de censure aidant, les scénarios deviennent de plus en plus conventionnels afin de préserver les valeurs morales américaines. Les deux compères Stan et Ollie vont à la fin des années 20 se démarquer du style Mack Sennett en imposant le slow burn, une nouvelle manière de montrer les gags en prenant son temps. Bonjour, Arthur Stanley Jefferson, c'est moi. Les cloches sonnent 18h30 lorsque je vois le jour un 16 juin 1890 à Ulverston en Angleterre dans une famille de saltimbanques. Dès mon plus jeune âge, je passe des heures à imiter les comédiens de la troupe. C'est mon père qui me le dira plus tard. Attiré par la comédie, j'abandonne les études et entre à 18 ans sous le nom de Stan Jefferson dans la troupe de musical de Fred Karno, celle-là même où a débuté Charlie Chaplin. J'y vois là le signe d'un bon présage. Superstitieux, je change ce nom de 13 lettres pour devenir Stan Laurel. Je joue les figurants à une époque où les acteurs recousaient leurs pantalons et où le réalisateur filait un coup de main pour installer la lumière. En 1917, grâce à Ramesh, le directeur de l'hippodrome de Los Angeles, je tourne en 2 jours mon premier film, Nuts in May. C'est la durée moyenne pour fabriquer un film à cette époque. Dans la 60aine de films qui vont suivre, mon personnage de héros brillant, séduisant et décomplexé est aux antipodes de l'image qui fera ma gloire. Décidément, la nature est mal faite. Bonjour, moi je suis né Hardy Norwell, 2 ans après Stan, un 18 janvier 1892 à Harlem, en Géorgie. Je ne me souviens plus de l'heure. Mon père meurt très vite et ma mère, propriétaire d'un hôtel, m'encourage à suivre des cours au Conservatoire national de musique. Je rêve d'une carrière de ténor. J'ai la carrure pour ça. Mais je m'ennuie rapidement et décide de tenter ma chance dans ce nouvel Eldorado, le cinéma. J'ai déjà 22 ans, pas de métier en vue et la Lubin Motion Pictures cherche des acteurs avec un physique de vilain. Je prends le prénom de mon père, un hommage posthume, et deviens Oliver Norwell Hardy. Avant que ne vienne son heure de gloire, pendant près de 10 ans, Hardy fait des apparitions aux côtés de stars de l'époque telles que Teda Bara dans Madame Mystery. Durant ces années, on l'emploie dans des rôles de traître, de personnages brutal, épais, cyniques.
contraire de l'homme exquis et délicieusement poli qu'il fut au naturel et qu'on découvrira plus tard. Le personnage de Brute incarné par Hardy découle d'Eric Campbell. Cet excellent acteur d'origine écossaise est devenu célèbre en incarnant le méchant qui martyrise Charlot dans les comédies en 2 bobines réalisées pour la Mutual. La véritable naissance au cinéma des personnages de Stan Laurel et de Oliver Hardy se fait 10 ans plus tard, en 1927, dans Duck Soup. C'est dans leur 7e court-métrage, une parodie de film d'horreur intitulé Les 2 détectives, que Laurel et Hardy fixent définitivement les personnages qui deviendront leur marque de fabrique. Laurel et Hardy deviennent inséparables, liés par une amitié indéfectible que n'entame aucune catastrophe. À la fin de chaque journée de travail, Hardy quitte le studio pour effectuer un parcours de golf. Lorsqu'une scène de colère devait être tournée, Stan trouvait les prétextes les plus futiles pour ralentir le plan de travail de la journée, obligeant Holly à annuler sa séance. L'acteur se trouvait ainsi dans un état d'exaspération idéal. Le tandem s'installe pour le plus grand bonheur du public dans une succession de comédies qui s'étaleront sur une vingtaine d'années. Le succès de Laurel et Hardy repose sur la profonde originalité de leurs personnages qui ne pouvaient se confondre avec aucun de ceux des autres grands comiques de l'époque. Throw it over your shoulder. Dans les années 20, chez Mack Sennett, pour qui je travaillais, il y avait le style Billy Bevan, où l'identité du comédien reste anecdotique. Les numéros personnels issus d'une expérience scénique importent peu. Seul compte la confrontation délirante, la poursuite hystérique, libérant dans toutes les directions une énergie sans but. Tout le contraire de notre style. Nous avions beaucoup d'admiration pour Charlie Chaplin. Il quitta son mentor Mack Sennett pour créer un personnage de vagabond teigneux, roublard et sans scrupules. Puis, entre 1916 et 1918, Charlot va évoluer vers le personnage que l'on connaît aujourd'hui, celui du petit homme fragile accablé par la misère du monde. Il me faut bien évidemment vous parler de Harry Langdon, éternel puceau tombé d'une autre planète qui fut épaulé par un jeune gagman de talent nommé Frank Capra. Langdon incarne un personnage doux et naïf, constamment à la merci de la cruauté des hommes et des éléments. Il ne sut pas s'adapter à la politique des studios. C'est lui qui me donna l'idée de créer mon propre personnage, et ça, je ne l'oublierai jamais. Si vous observez bien mon jeu, vous verrez que moi aussi je suis proche de ce type de héros. Et puis, il y avait également Harold Lloyd, un nouveau venu qui accéda à la gloire en incarnant un jeune homme tout à fait respectable, celui que toutes les mères américaines rêvent d'avoir pour gendre. Au contraire de Charlot, Lloyd ne lutte pas contre les injustices de la société, il fait tout son possible pour s'y intégrer sans heurts. J'aimais bien sa manière de jouer. Mais je dois vous avouer que je préférais Buster Keaton. Derrière son masque impassible, il incarnait un personnage très fort, celui du pionnier américain, franchissant les obstacles naturels, déjouant les pièges des hommes et des machines. Derrière une maladresse apparente se cachait un extraordinaire athlète, capable de matérialiser par des exploits physiques hors du commun sa détermination inaltérable. Dommage qu'Hollywood l'ait abandonné.
Laurel atteint la gloire et la reconnaissance du public en calquant son propre personnage sur celui de son ami, Harry Langdon. Alors que dans les courts-métrages qu'il interprète seul des années durant, il affiche une assurance proche de l'arrogance, il va peu à peu modifier son image en fonction de la formule qu'il compose progressivement avec moi. Le Stan des premiers films se rapproche du personnage enfantin créé par Harry Langdon. Comme un petit garçon, il cherche à satisfaire des désirs innocents et provoque bien malgré lui des catastrophes qui s'abattent sur nous. Quant à moi, à l'opposé de la brute épaisse que je personnifiais dans ma carrière en solo, j'incarne un homme affable et courtois, extrêmement soucieux des convenances. Cette mécanique du sale gosse et de l'adulte faussement responsable est illustrée régulièrement dans ce fameux échange de répliques que l'on retrouve dans la plupart de nos films parlants. Do you want that to happen to you? I never thought of that. I'm sorry if I hurt your feelings, Ollie. I didn't mean to be so dispolite. That's all right, Stanley. Let bygones be bygones. Très vite, le style habituel du slapstick hérité de Sennett ne convient plus à leur jeu. Holly, par son affabilité, va imposer un style plus lent, le fameux slow burn. Désormais, la lenteur de compréhension, d'évolution des situations, du mûrissement des gags s'étirant parfois sur plusieurs séquences, vont nécessiter un travail bien plus élaboré que Laurel et Hardy seront les premiers à mettre en pratique. Dans Les Conscrits, le gag final de la réincarnation d'Holly en cheval est ainsi annoncé et soigneusement préparé dès le début du film. Horse or something? Oh, you mean reincarnation? Yeah, that's it. Well, now that we're going to go, what would you like to be when you come back? I don't know. I've never given it much thought. I like horses. I guess I'd like to come back as a horse. Huh. What would you like to be when you come back? Oh, I'd rather come back as myself. I always got along swell with me. You can't come back as yourself. Hey, Stan! Look! I'm over here! Well, here's another nice mess you've gotten me into. Leur style atteint sa plénitude avec Les Deux cambrioleurs en 1930 et Les Déménageurs en 1932. Cette histoire de deux individus qui doivent livrer un piano situé au sommet d'une côte leur donne le seul Oscar de leur carrière. En fait, dès les années 20, le style de Mack Sennett commençait à s'essouffler, alors que celui de son unique rival, Hal Roach, plaisait plus au public. Autre grand producteur du burlesque, Roach avait dans son écurie les stars comme Charlie Chase, l'équipe de Our Gang et surtout Harold Lloyd. Il a eu l'intelligence de me laisser une entière liberté de création, jusqu'au Final Cut, ce qui était une grande marque de confiance. Ces productions connurent leur apogée de 1928 à 1935, coïncidant avec le sommet de notre popularité. Le passage du muet au parlant ne nous a posé aucun problème. En fait, nous sommes devenus encore plus célèbres. Tout le monde nous copiait. Dans My Man Godfrey, classique de la screwball comedy, Gregory LaCava utilise l'une de nos plus célèbres trouvailles, la suggestion auditive. Le gag visuel tant attendu par le spectateur intervient hors champ. Well, do you begin to get the idea?
C'est également au cours de cette période que nous créons notre célèbre ritournelle, le Cuckoo Song, qui deviendra le symbole de nos deux personnages. En cette année 1939, notre association est sur le point de s'achever pour une sombre histoire d'un scénario mal ficelé. La bonne nouvelle est arrivée un petit matin. Alors que nous pensions ne plus travailler ensemble, Stan, Harry et Charles Rogers avaient finalement réussi leur adaptation des Conscrits. Dans le scénario original, nos personnages étaient antipathiques, grossiers et méchants. Le public ne nous aurait jamais reconnus. Nous retrouver après cette petite séparation scella encore plus notre amitié. Oh, that's fine. There you are. Thank you. Gee, that's swell photography. Well, we better get back to the hotel and get our things packed, because the boat sails at 12 o'clock tonight. Not for me, it doesn't. Stanley, dans le rôle habituel du naïf, animé par une bonne volonté déconcertante, est innocent de toutes les catastrophes que ses actes ou ses paroles sont susceptibles de provoquer. That better matter. Oh, come on. Get this off. Il est toujours rempli de bonnes intentions. De même, Hardy, dans le script initial de Schiller, n'est pas Holly, l'être affable, poli, dont les moindres gestes sont empreints d'une préciosité qui frise l'invraisemblance. Cette véritable mièvrerie trop distinguée est magnifiquement mise en évidence par le fameux tie twiddle qu'il emploie à tout instant. Dès ses débuts, Stan Laurel intervient continuellement au niveau de l'écriture. C'est un gagman né. Les conditions de production font que le tournage des films commence généralement avant que le scénario ne soit totalement achevé. Cette situation, typique à cette époque, permet en fait à Stan d'adapter les intrigues les plus convenues à une forme plus proche de leur univers. Il annote les scripts à chaque page, suggère des gags aux metteurs en scène qui, la plupart du temps, se rallient à ses idées. It's equivalent to about 3 cents a day. Of course, it varies with the rate of exchange. Well, how much do we get for overtime? There ain't gonna be any overtime. If you think that you're gonna get that much work out of me for 3 cents a day, brother, you are crazy. Pour la première fois, le scénario est plus détaillé que d'habitude. Il y a peu d'argent et le planning serré des conscrits laisse peu de place à l'improvisation dans laquelle s'épanouit d'ordinaire notre créativité. Lors des projections de presse, les critiques sont très bonnes. Le public est heureux de nous retrouver après notre dernier film, Les As d'Oxford. Harry Langdon n'était pas qu'un ami, il participait également à l'écriture de nos films. Après Les Conscrits, il co-signera également le scénario de Laurel et Hardy en croisière. En fait, je payais la dette que je croyais lui devoir. Ce grand comique déchu fut le véritable inspirateur de mon personnage cinématographique. À la conférence de Yalta, Roosevelt, Churchill et Stalin interrompent leur partage du monde pour visionner nos meilleurs films. L'impact de nos personnages touche tous les arts. C'est en pensant à nous que Samuel Beckett, pas encore prix Nobel de littérature, écrivit son chef-d'œuvre En attendant Godot. Si notre popularité reste intacte, nous avons du mal à rester créatifs sous la houlette des studios. Au début des années 40, il signe à la 20th Century Fox, puis à la MGM. 8 longs métrages sortiront de 41 à 45.
Tournées sans conviction par des réalisateurs qui ne connaissent rien à l'univers des deux compères, ces comédies seront de tristes imitations des meilleurs films tournés chez Hal Roach. Comme tant d'autres avant eux, Laurel et Hardy vont perdre leur indépendance et par voie de conséquence, leur créativité. Habitués à une totale liberté d'action dans les petits studios, la dictature tentaculaire des grandes maisons les étouffe. À la Fox comme à la MGM, l'objectif majeur est le rendement, la rapidité d'exécution. Dès les premiers jours de tournage, les suggestions de Stan sont impitoyablement rejetées, les improvisations d'Ollie radicalement bannies. To think that this would happen to me, just at a time in my life when I needed something real. Conscients du rôle de pitre dans lesquels on les enferme, ils abandonnent le chemin des studios. Don't worry about it. You'll get over it all right. Un vieil ami impresario leur propose une tournée de music-hall dans l'Europe de l'après-guerre. Au cours de ce périple, Laurel et Hardy vont de surprise en surprise. Sur le vieux continent, le succès ne les a jamais quittés. Ils sont émus et abasourdis par l'enthousiasme que suscite leur présence. Aux yeux de leur public, ils restent les maîtres du rire. En novembre et décembre 1947, Laurel et Hardy triomphent devant le public parisien. Une époque s'achève. En 1949, les Marx Brothers tournent dans l'indifférence générale leur dernier film, La pêche au trésor. La même année, Ollie apparaît dans un western aux côtés de John Wayne, le bagarreur du Kentucky. L'année suivante, nous partons en France pour Atoll K, notre dernier film qui s'avère être un naufrage artistique et commercial. En 1955, nous devions faire un grand retour à la télévision, mais j'ai été victime d'une attaque d'hémiplégie. L'année suivante, ce fut au tour de Ollie d'être victime d'une hémorragie cérébrale. Après une année de paralysie presque totale, il meurt le 7 août 1957. La tristesse et la solitude de Laurel seront égayées par les fréquentes visites de Jerry Lewis, qui tente en vain d'embaucher le vieux comédien dans sa maison de production. Le 23 février 1965, Stan Laurel meurt d'une crise cardiaque. Voici les mots qu'il confia à son biographe. « Curieusement, nous ne nous sommes fréquentés que lorsque nous partions en tournée ensemble. Entre les tournages, nous nous voyions rarement. La vie d'Ollie en dehors des studios était le sport, et ma vie était centrée autour du travail, même en dehors des studios. J'aimais monter et façonner les films, toutes ces choses qui ne l'intéressaient pas. Mais tout ce que je me permettais de faire était en accord avec lui. Il n'y avait jamais de discussion entre nous, jamais. Je souhaite que là où il est maintenant, il réalise à quel point les gens nous ont aimés. » 30 ans plus tard, l'amour que le public porte aux deux compères n'a pas faibli. Leur duo a ouvert la voie à des générations de comiques, mais personne ne les a remplacés. Et les deux fauteuils qu'ils ont occupés attendent toujours la relève. Shine on, harvest moon, up in the sky. I ain't had no loving since January, April, June or July. Shine on, harvest moon, up in the sky. I ain't had no loving since January.